Bienvenue à tous ceux qui ont choisi de participer à ces assises anniversaire, 10e anniversaire de l'association Monaco Disease Power, qui est une association remarquable par ses objectifs, sa qualité de relation avec non seulement les usagers, les personnes handicapées, leurs familles, mais aussi avec le grand public. Et une association qui a créé des services qui sont à la disposition, qui sont accessibles à tous et à tout moment. Et puis aussi une association dans laquelle l'amitié est, on va dire, la clé de sol, le là. Et je suis très heureuse d'être accompagnée en tant que médecin et, comme vous le savez, un petit peu engagée dans l'autisme auprès des mamans en particulier, et puis aussi auprès de ces enfants qui deviennent ensuite des adolescents, des adultes et des personnes âgées. Tel était notre thème. Et nous avons réuni, nous avons la chance d'avoir des réponses positives à nos appels, à nos invitations, par les meilleurs spécialistes de la question, qui font partie d'un réseau mondial. Et dans le monde entier, il y a un accord pour développer des pratiques auprès de ces enfants. Vous allez voir à quel point il est important d'avoir des équipes médicales, des équipes de psychologues, de spécialistes du développement, de la communication, mais aussi des apprentissages, qui proposent à l'enfant et qui guident cet enfant vers des activités, des rééducations, mais aussi des soins spécialisés qui leur conviennent au mieux le plus tôt possible dans la vie. Voilà, ça c'est donc Christopher Gilbert. Donc la next diapo. Voilà. Donc les enjeux de la toute petite enfance sont évidemment ceux de ce qu'on appellera les complications qui sont liées aux troubles premiers de l'autisme. Et ces enfants qui paraissent sourds à la voix humaine, qui ne regardent pas les autres de la même façon, qui n'ont pas ces attitudes, on va dire, motrices et émotionnelles, naturellement orientées vers les autres, et puis qui ont un attachement à des activités qu'on appelle répétées, avec un répertoire assez pauvre de leurs pensées, de leurs intérêts. Et ces enfants qui sont rapidement désocialisés et qui étaient rapidement désocialisés parce qu'on pensait qu'ils étaient turbulents ou qu'ils étaient déficients intellectuels ou qu'ils étaient caractériels et mal éduqués. Alors, bien sûr, tout a changé. Ces 30 dernières années, on est passé d'une conception qui était l'autisme lié à des erreurs maternelles à une conception qui est celle du neurodéveloppement. Et la place de l'autisme dans le neurodéveloppement et les troubles du neurodéveloppement de l'enfant est majeure. Les enjeux de notre 21e siècle sont évidemment la détection précoce. Et cette détection précoce, elle repose non seulement sur la sensibilisation du grand public, l'aide à la famille à s'orienter facilement vers des personnes qui sont compétentes pour les aider à trouver ce dont souffre l'enfant, mais aussi la formation des professionnels dans les universités, dans les écoles spécialisées. En connaître les mécanismes, vous allez voir, alors, next diapo, voilà, ce matin, la complexité, comprendre les mécanismes qui font que cet enfant ne s'inscrit pas dans une interaction, dans une relation, on va dire, synchronisée avec l'autre, au bon moment, au bon endroit, de la bonne manière. Vous voyez, ces enfants semblent empêchés, dans leur fonctionnement général, à être en accordage
on va dire, rapide avec l'autre et bien ciblé. Donc, on a découvert, là aussi ces 20 dernières années, que dans le cerveau, et je dirais même dans le système nerveux global de ces enfants, il y avait des différences. Il y avait des différences, on ne va pas dire des troubles, mais des réglages différents de ces systèmes à l'intérieur de notre corps qui permettent de comprendre ce que l'autre ressent, ce que l'autre veut faire, ce que l'autre attend. Et ces systèmes sont des systèmes complexes qui sont basés sur des cellules nerveuses qui sont connectées les unes aux autres. Et le développement de ce système subit dans l'autisme des cascades, et évidemment qui amènent cet enfant vers le handicap si malheureusement on n'a pas l'occasion de le rencontrer et de l'aider le plus tôt possible. Et puis, bien entendu, la science est là et les praticiens sont là. Il y a dans nos services, dans nos hôpitaux universitaires, d'excellents maîtres de la clinique. Et il est important que ce message passe et que nos jeunes docteurs, nos jeunes professionnels des équipes pluridisciplinaires puissent apprendre la clinique, apprendre à reconnaître ces enfants et à les aider dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé important d'inviter un praticien, un maître de la clinique du neurodéveloppement et de l'autisme pour nous aider à comprendre quels étaient ces enjeux au quotidien et alerter, on va dire, nos autorités, les grandes institutions de nos pays, à l'aide à ces personnes qui vont être des personnes clés, puisque c'est eux qui vont rencontrer l'enfant. La maman arrive avec sa poussette à la consultation. Elle est accompagnée ou non de son mari, des frères et sœurs. Et cet enfant, dans la poussette, il lui pose des questions. Elle se demande ce qu'il a et pourquoi il est comme ça. Elle n'a pas d'explication. Et l'équipe que va rencontrer cette maman avec son petit enfant dans la poussette, cette rencontre va être le départ d'une longue histoire qui va durer toute la vie. Et cette première rencontre ne peut pas être ratée. En 2017, cette première rencontre ne peut pas être ratée. Donc il y a un enjeu de formation clinique, d'entraînement, qui est un entraînement à la pratique. Alors, diapositive suivante. Cet après-midi, donc nous allons nous détendre à midi, et puis ce sera l'occasion aussi d'échanger avec les grands spécialistes qui viennent du monde entier. Et nous allons cet après-midi comprendre aussi comment, en 2017, à partir de 2017, il nous faut changer nos habitudes. On a l'habitude d'être derrière un bureau, dans une salle, avec des collègues, des professionnels, et puis cet enfant qui est un enfant qui a une famille, qui a une maison, qui a sa petite chambre, qui a ses jouets, eh bien, il est tout à coup transporté dans des endroits qu'il ne connaît pas, avec des personnes qu'il ne connaît pas, avec des jouets qu'il ne connaît pas. Et bien souvent, le regard clinique qu'on pense très pointu est un peu faussé, parce que le meilleur endroit pour examiner l'enfant, pour parler à la maman, c'est sans doute dans son salon ou en prenant le café dans sa cuisine. Voyez ? Et donc, c'est le développement de ces nouvelles technologies qui vont ouvrir les frontières entre ce qu'on appelle l'écosystème de l'enfant et puis les services les plus spécialisés. Donc, il nous faut développer ces systèmes pour qu'on puisse accéder à l'information dans un contexte qui est celui de l'enfant, de sa famille, le contexte le plus juste. Voilà. Alors ensuite, c'est vrai que je vous ai parlé beaucoup des enfants, et quand je dis enfant, c'est l'enfant qui va aussi grandir, devenir adolescent,
avec l'adolescence, vous savez, qui de toute façon est une période toujours un petit peu rock'n'roll, hein, c'est comme ça. Alors, avec les enfants et les adolescents autistes, ça pose des problèmes. Il y a cette période, et puis ensuite on devient adulte. Est-ce qu'on aura un métier? Est-ce qu'on va faire quelque chose? Est-ce qu'on va être utile? Les personnes avec autisme, quand elles sortent de l'école, et quand elles ont eu la chance d'y aller, et qu'elles deviennent adultes, eh bien, tout le monde les oublie. Tout le monde les oublie, sauf la famille, et sauf eux-mêmes. Et donc, là aussi, à partir de 2017, on n'a pas le droit d'oublier les personnes adultes avec autisme. Elles doivent se sentir utiles, se sentir aidées, se sentir aimées, et se sentir une personne dans la société. Donc, c'est le travail du pilote d'une équipe italienne. C'est une équipe là aussi avec laquelle je travaille depuis de très, très, très nombreuses années et qui a pu sur le terrain développer des services extrêmement intéressants de ce point de vue. Et puis ensuite, c'est la recherche. La recherche, vous savez, les chercheurs sont formidables. Les chercheurs sont formidables. On a des jeunes qui savent, par exemple, cultiver des cellules du cerveau, et puis regarder comment elles se connectent les unes avec les autres, faire de petits dosages. Et il y a des chercheurs qui développent des techniques extraordinaires avec des modèles mathématiques pour comprendre comment marche le cerveau quand on pense, quand on est heureux, quand on est en colère, etc. Il y a des chercheurs qui sont des chercheurs qui connaissent la sociologie, qui connaissent les relations entre les personnes et qui sont capables de modéliser aussi ces systèmes. Donc la recherche, c'est tout ça, mais ces chercheurs qui ont fait des études, qui ont fait des grandes écoles, qui sont des polytechniciens ou des biologistes qui ont fait des sciences ou des éthologues, sont des personnes qui ne connaissent pas forcément l'autisme. Et donc, il faut les attirer vers nous. Donc, pour les attirer, il faut qu'ils nous connaissent. Et la lisibilité de la recherche dans un pays, dans une région du monde, elle passe aussi par la connexion entre les équipes qui existent déjà pour draguer, pour attirer les jeunes. Et pour attirer les jeunes, non seulement il faut se faire connaître, mais il faut aussi leur donner de l'argent pour qu'ils puissent habiter un petit moment, aller à Göteborg, aller à Bordeaux, aller à New York, aller à Harvard, etc., etc. Donc, ça, c'est très, très important. C'est ce qu'on appellera la structuration, l'organisation, et ce sera la fin de la journée. Je suis sûre qu'on aura passé une très, très bonne journée. Je vous remercie infiniment d'être là et parler de tout ce qui s'est passé. Vous photocopiez le programme, vous dites, oh là là, vous savez, à Monaco, on a fait un truc super. On a entendu des grands médecins, des grands chercheurs, des grands psychologues de l'autisme. Merci.